Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Une grande affaire de corruption devant le tribunal correctionnel de Paris depuis le 13 mai et jusqu'au 20 juin. 15 prévenus répondent notamment de corruption, donc de prise illégale d'intérêt ou encore de recel d'abus de biens sociaux. Des élus sont soupçonnés, pour faire court, d'avoir accordé des faveurs à des entreprises du bâtiment, du BTP, en échange de services ou de cadeaux. Parmi les prévenus, il y a un ancien préfet, Alain Gardère, ex-directeur adjoint du cabinet de Claude Guéant, quand celui-ci était ministre de l'Intérieur. Code Source résume cette affaire aujourd'hui avec Nicolas Goinard du service police-justice Île-de-France du Parisien. Il suit ce dossier depuis le début. Nicolas Goinard, le lundi 13 mai au tribunal correctionnel de Paris, au début de ce procès pour corruption, tout le monde observe une minute de silence. Le vendredi précédent, le juge Renaud Van Ruymbeck, qui était une figure de la lutte anticorruption, est décédé à l'âge de 71 ans. La présidente de la 11e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, qui est une chambre qui juge les délits financiers, demande à observer une minute de silence parce que c'est une chambre où beaucoup d'affaires instruites par le juge Van Ruymbeck ont été jugées. Et elle lit aussi un communiqué de la Cour de cassation qui loue le travail du juge. Quelle est l'atmosphère à ce moment-là? Vous êtes sur place pour le Parisien, qu'est-ce que vous voyez? On voit tout le monde qui est en train de se lever, il y a les prévenus, ce qui donne une scène assez mémorable puisqu'on a des prévenus pour corruption qui se lèvent et qui honorent la mémoire d'un juge anticorruption. Et il règne un silence assez lourd à ce moment-là dans la salle d'audience. On va évoquer ce procès à la fin de ce podcast, mais dans cet épisode, on va surtout expliquer l'essentiel de l'affaire en se concentrant sur 3 des 15 prévenus. Nicolas Goinard, présentez-nous celui qui est le plus connu, l'ancien préfet Alain Gardère. Oui, Alain Gardère, c'est un haut fonctionnaire qui est aujourd'hui retraité. Il a commencé sa carrière dans la police nationale au début des années 2000. Il a d'abord été commissaire en Ille-et-Vilaine. Ensuite, il a été affecté en Île-de-France quelque temps à la police urbaine de proximité. Ensuite, il a été patron de la direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, qu'on appelle aussi la DESPAP. Il avait plus de 20 000 fonctionnaires sous ses ordres à ce moment-là. Et après, il a commencé à graviter un peu dans les cabinets, et notamment, il a été au cabinet de Claude Guéant quand il était ministre de l'Intérieur. Alain Gardère, âgé aujourd'hui de 67 ans, a aussi été préfet délégué à la sécurité à Marseille en 2011 et 2012. Il était considéré à l'époque comme un proche de Nicolas Sarkozy. À partir de 2014, Alain Gardère est à la tête du CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité. Nicolas Goinard, quel est cet organisme et quel est son poste à ce moment-là ? Le CNAPS, c'est un organisme qui a été créé en 2011 qui délivre aussi bien les cartes professionnelles que les agréments auprès des entreprises, par exemple de gardiennage. On entend souvent à la radio des pubs agréés CNAPS pour des sociétés qui font des gardiennages à domicile. Donc c'est un organisme qui est important, qui dépend aussi du ministère de l'Intérieur. Et à ce moment-là, Alain Gardère est directeur du CNAPS. Présentez-nous maintenant le second personnage clé de ce dossier, l'homme d'affaires du bâtiment, Antonio de Sousa, 76 ans. Il n'a pas toujours été riche. Il est originaire du Portugal. Il est arrivé en France en 1963 à l'âge de 15 ans. Il était peintre en bâtiment à ce moment-là. Il aime expliquer que, par exemple, son père ne savait pas lire, pas écrire. C'était un maquignon, c'est-à-dire un marchand de chevaux. Et que quand il arrive en France, il n'a aucun métier. Il va s'installer avec ses frères en Île-de-France. Et là, ils vont travailler pour une entreprise qu'ils vont racheter par la suite à la fin des années 60 pour faire de la décoration. Et ils vont rebaptiser cette entreprise Décoration de Sousa Frères. Et ensuite, il va monter plusieurs entreprises de BTP, de bâtiments. Oui, l'entreprise qu'il rachète prospère. Et ensuite, à la fin des années 80, ils vont monter différentes entreprises du bâtiment pour faire aussi bien de la promotion immobilière que du gros œuvre ou des réseaux de la voirie. Au plus fort de son activité, l'entreprise fondée par Antonio de Sousa, France Pierre, est florissante. Oui, et ça, c'est les chiffres qui sont avancés par France Pierre. Ils construisent à une époque jusqu'à 1000 logements en Île-de-France par an, ce qui est assez énorme.
Ils achètent des terrains notamment à Bourg-la-Reine, dans les Hauts-de-Seine, qui est une des premières communes à avoir poussé du France-Pierre. Et ils vont essaimer un peu partout en Île-de-France par la suite, principalement dans des départements de grande couronne, en Seine-et-Marne et en Essonne, mais aussi en petite couronne, dans le Val-de-Marne par exemple, où ils sont très présents, notamment sur Alfortville ou Maison-Alfort. Mais en avril 2016, tout s'est arrêté pour Antonio de Souza. Oui, le 13 avril 2016, il est présenté à un juge d'instruction pour être mis en examen pour différents chefs, notamment de l'abus de biens social ou du trafic d'influence. Et on apprend qu'il était dans le collimateur de la justice depuis un certain nombre d'années, puisqu'il y avait des oppositions municipales qui s'étaient inquiétées de voir que l'entreprise France-Pierre avait la mainmise sur le foncier de leur commune. Il y avait du France-Pierre qui poussait un peu partout. Donc il y avait des signalements qui avaient été faits. Et là, la justice rattrape Antonio de Souza à ce moment-là et il est placé en détention provisoire. Le préfet Alain Gardère, lui, à quel moment il est apparu dans le radar des enquêteurs ? Lui, il apparaît quand les enquêteurs s'intéressent à une association caritative qui œuvre en Afrique et en faisant les comptes de cette association, ils découvrent qu'il y a une entreprise de bâtiment qui s'appelle Liamas Construction qui est liée à France-Pierre, qui a payé pour le compte de cette association un certain nombre de choses, des conteneurs pour le Congo, mais aussi des voyages. Et parmi les bénéficiaires d'un de ces voyages au Portugal, on a Alain Gardère et son épouse. Alain Gardère a été placé sur écoute par l'IGPN, la police des polices, et on l'entend par exemple en septembre 2015 évoquer un cadeau pour lui et sa femme. Le juge d'instruction estime qu'il y a une relation atypique entre Alain Gardère et l'entreprise qui lui a payé le voyage au Portugal. Donc il est placé longuement sur écoute, ça dure plusieurs mois. Au cours de ces écoutes, les enquêteurs découvrent que Alain Gardère bénéficie d'un certain nombre d'avantages de la part d'entrepreneurs. Et parmi ces avantages, il y a cet exemple de septembre 2015 où pour son anniversaire, en fait, il se fait offrir par le patron d'une entreprise de sécurité privée un dîner au restaurant, le Jules Verne, qui est le restaurant au 2e étage de la Tour Eiffel, où il dîne avec sa femme. Donc la note est assez salée, il dîne pour 544 €. Et tout est pris en charge par cette entreprise de surveillance. Les enquêteurs soupçonnent Alain Gardère d'avoir reçu d'autres cadeaux. Oui, on parle de voyage en Corse, on parle de voyage à Dubaï, de propositions de voyage aussi en Hongrie de la part d'un autre entrepreneur. Il y a des accès à des ventes privées pour des grandes marques de luxe, de prêt-à-porter, de bijoutiers. Et il y a aussi des restaurants. Alain Gardère aime beaucoup dîner dans de grandes tables parisiennes. Et c'est ce qui revient beaucoup, les restaurants, notamment au Paradis Latin, où il peut venir quand il veut sans payer. Nicolas Guanard, les enquêteurs ont établi le patrimoine immobilier d'Alain Gardère, 10 appartements achetés entre 1989 et 2012, dont 5 construits par l'entreprise France-Pierre, appartements achetés au moins pour une partie d'entre eux à prix d'amis. Oui, c'est des appartements qui ont été achetés, ce qu'on appelle le brut de béton. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune finition. Normalement, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau qui arrive dans ces appartements-là. Sur les actes notariés, on voit qu'ils sont vendus brut de béton. Donc, ça explique le prix relativement bas. Notamment un appartement de 130 mètres carrés avec une grande terrasse à Maison-Alfort qu'il a acheté 269 000 €, alors que dans la même résidence, un appartement à un autre étage moins bien situé, sans grande terrasse, alors que l'appartement d'Alain Gardère avait une grande terrasse, qui a été vendu 400 000 €, alors même que l'appartement d'Alain Gardère, donc je vous le rappelle, c'est 269 000 €. Donc il y a une grosse différence au niveau des tarifs. Sauf que dans les faits, ces appartements-là n'étaient pas bruts de béton, ils ont été livrés avec toutes les finitions. Nicolas Guanard, dans ce dossier, il y a aussi plusieurs élus qui sont soupçonnés, en résumé, d'avoir reçu des cadeaux ou des services de l'entreprise d'Antonio de Souza, France-Pierre, ou de ses filiales. Oui, parmi les communes, on trouve en Essonne, Montgeron, Vigneux-sur-Seine. En Seine-et-Marne, on a Ozoir-la-Ferrière, on a aussi Saint-Thibault-des-Vignes. Bussy-Saint-Georges, alors le maire de Bussy-Saint-Georges, lui, n'est pas renvoyé en correctionnel, mais il a été placé en garde à vue dans ce dossier. C'est un de ses collaborateurs de cabinet qui, lui, va être jugé. Et c'est des protagonistes qui, eux, ont reçu en cadeau, par exemple, il y a eu des 4x4 BMW, il y a eu des voyages, il y a eu des travaux faits gratuitement dans certaines maisons. Il y a eu aussi des appartements mis à disposition sans avoir à payer de loyer. C'est ce qu'on reproche par exemple à l'ancien maire de Montgeron qui, dans le cadre d'une séparation, ne savait pas où aller et on lui a mis à disposition un appartement gracieusement à Maison-Alfort. Concrètement, d'après l'accusation, quel type de service ces élus ont rendu à l'entrepreneur du BTP, Antonio de Souza, en échange de ces cadeaux ou de ces services ?
Ils sont soupçonnés d'avoir accéléré des procédures pour, par exemple, obtenir des permis de construire. Ils sont aussi soupçonnés d'avoir changé les plans locaux d'urbanisme pour que certains terrains non constructibles le deviennent. Alors on va s'arrêter maintenant sur le cas d'Ozoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne. Son maire actuel, Jean-François Honnetto, est sur le banc des prévenus dans ce dossier. Est-ce que vous pouvez un peu nous le présenter ? Alors, c'est un membre du Parti Les Républicains qui a été élu à la tête de cette ville d'un peu plus de 20 000 habitants en 2001. Physiquement, on le repère assez facilement puisqu'il a le teint hâlé toute l'année. Voilà, il est toujours très très bronzé, ce que ses détracteurs ne manquent pas de faire remarquer pour dire qu'il n'est pas souvent à Ozoir-la-Ferrière. Et on le dit proche de Jean-François Copé, le maire de Meaux, et de la comédienne Véronique Geneste, connue pour son rôle de Julie Lescaut. D'après l'enquête, Jean-François Honnetto a bénéficié d'une forte somme d'argent pour qu'il puisse s'acheter un terrain. C'est ce que les enquêteurs découvrent au cours de leurs investigations, et notamment le versement de 531 000 € par l'entreprise dont on a déjà parlé tout à l'heure, l'IAMAS, qui avait payé le voyage au Portugal à Alain Gardère, qu'on retrouve là dans ce volet du dossier, avec cette somme de 531 000 € qui a été versée sur le compte d'un notaire afin de payer un terrain en Corse qui est acheté par Jean-François Honnetto. Autre élément mis en lumière par l'enquête, Jean-François Honnetto est soupçonné d'avoir fait profiter sa fille d'un emploi de complaisance à la mairie d'Ozoir-la-Ferrière. Oui, c'est ce qu'on appelle une découverte incidente. En s'attardant sur le cas de Jean-François Honnetto, les enquêteurs vont voir qu'il a embauché sa fille au sein de son cabinet sur un poste qui n'existait pas avant. Donc il l'embauche pour faire de la communication et gérer l'événementiel. Surtout, il découvre aussi qu'elle gagne plus de 45 000 € par an, ce qui est le 7e plus haut salaire de la mairie, alors qu'elle n'a aucune qualification particulière. Toujours d'après l'accusation, le maire d'Ozoir-la-Ferrière a ouvert un compte en banque en Californie pour sa fille, en y mettant plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais sans prévenir les impôts. Après son expérience au sein de la mairie d'Ozoir-la-Ferrière, la fille de Jean-François Honnetto décide de s'installer aux États-Unis où elle ouvre une petite boutique. Et c'est la raison pour laquelle Jean-François Honnetto explique qu'il a ouvert un compte en banque au sein d'une banque américaine. Mais il dissimule cette ouverture de compte en banque à l'administration fiscale, ce qui lui sera reproché par la juge d'instruction qui le met en examen pour blanchiment de fraude fiscale, d'autant qu'il y a des montants qui sont assez importants, qui sont virés sur ce compte. On parle d'un virement de 45 000 € notamment. Comme la situation sera régularisée par la suite, il bénéficiera d'un non-lieu dans cette affaire. Nicolas Guanard, on le redit dans ce dossier, le cœur des délits présumés, ce sont des changements des PLU, les plans locaux d'urbanisme, le fait de rendre constructibles par exemple des terrains qui ne l'étaient pas auparavant. Évidemment, ça peut être très profitable et à Ozoir-la-Ferrière, il y a un exemple frappant. Oui, c'est ce qu'on appelle le domaine du château de la Doutre à Ozoir-la-Ferrière, où l'entreprise France Pierre achète plusieurs lots. Parmi ces lots, il y a une parcelle qui fait 15 000 m². L'entreprise l'achète 50 000 € à un moment. En 2013, le PLU est révisé, donc le plan local d'urbanisme. Donc cette parcelle non constructible devient constructible et le montant, le prix de la parcelle augmente considérablement. On parle de 4,7 millions d'euros contre les 50 000 d'achats au départ. Mais il y a d'autres estimations hautes qui parlent aussi de 11 millions d'euros pour le prix de cette parcelle. J'imagine que ces malversations, si elles sont confirmées par la justice, elles ont été faites au préjudice de la société, notamment des habitants des communes concernées ? Oui, d'abord en termes de cadre de vie, puisque par exemple à Ozoir-la-Ferrière, c'est une ville où il y a toujours des grues. J'y suis allé en reportage avant l'ouverture du procès. Il y a un habitant qui s'amusait en disant que ça ressemblait un peu à la Sagrada Familia à Barcelone. C'est un monument religieux qui est en construction permanente, qui est toujours en chantier. Il compare sa ville, Ozoir-la-Ferrière, à cet édifice-là, parce qu'il y a toujours des grues dans la commune. C'est aussi un déficit en termes d'image, puisque c'est des villes qui sont connues, Ozoir-la-Ferrière, Saint-Thibault-des-Vignes ou Vigneux-sur-Seine, qui sont aussi connues pour l'affaire France Pierre. Est-ce que des fois ça peut être au détriment de la sécurité des habitants ? Oui, ce qui peut être problématique, c'est quand on a un terrain non constructible qui est en zone inondable, avec des catastrophes à venir qui peuvent être assez conséquentes. Puisqu'en Ile-de-France, on a eu les grosses inondations de 2016, qui sont encore dans tous les esprits. Ça pourrait conduire à des dégâts assez sérieux dans les années à venir. Est-ce que des mairies directement concernées se sont portées partie civile dans cette affaire ?
Non, et c'est tout le problème. On a peu de parties civiles dans ce dossier. On a l'association Anticor, qui est partie civile. On a l'État. Il y a l'agence judiciaire de l'État qui est représentée au procès. Mais par contre, parmi les communes, on n'a pas de communes qui sont représentées, alors que le déficit d'image est quand même assez important. C'est ce que soulèvent des avocats spécialistes dans ce dossier-là, c'est qu'on a rarement des villes qui se constituent partie civile dans des dossiers de corruption comme celui-ci. Nicolas Goinard, bien avant ce procès, 2 personnes ont choisi de plaider coupable il y a des années. Dans certains dossiers d'instruction, il est possible de sortir par la petite porte, c'est-à-dire la CRPC, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, donc qu'on appelle aussi le plaider coupable. Et ça a été le cas dans ce dossier du commandant de police Pierre Cournil, qui était le directeur de cabinet de Alain Gardère au CNAPS, qui lui a choisi de plaider coupable pour complicité d'abus d'autorité. Et il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et à 20 000 € d'amende, donc il y a quelques années. Ce qui pose un problème dans la défense d'Alain Gardère, puisque si son adjoint est reconnu coupable de complicité, ça sous-entend que lui est coupable tout court d'abus d'autorité. Il y avait aussi la femme du maire de Vigneux-sur-Seine, aujourd'hui décédé, Serge Poinceau, donc sa femme Nicole, qui a été mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale et corruption passive. Et elle a été condamnée il y a 1 an à 6 mois de prison avec sursis et surtout à la confiscation de son bien immobilier d'une valeur de 236 000 €. On en vient donc au procès qui s'ouvre le lundi 13 mai devant la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Il y a 15 prévenus, soupçonnés notamment de corruption, prise illégale d'intérêt ou encore de recel d'abus de biens sociaux. Au premier rang des prévenus, il y a donc l'ancien préfet Alain Gardère, l'entrepreneur du BTP Antonio de Souza ou encore le maire d'Ozoir-la-Ferrière. Nicolas Goinard, décrivez-nous l'atmosphère au début de l'audience. L'atmosphère est assez lourde comme à chaque début de procès. Tout le monde se regarde un peu en chien de faïence. Il y a aussi de nombreux administrés qui sont venus voir le procès pour voir leurs élus comparaître et avoir un plan d'audience pour savoir quand vont comparaître leurs élus. Comment se défend l'ancien préfet Alain Gardère ? Alain Gardère va essayer de ferrailler dès le début, de montrer qu'il est très offensif par la voix de son avocat. Et notamment, il va essayer de décrédibiliser l'enquête des policiers de l'inspection générale de la police, donc la police des polices. Parce que Alain Gardère découvre que ce policier a été chef de la BAC Nuit de Paris quand Alain Gardère était à la DESPAP, donc directeur au sein de la préfecture de police de Paris. Et pour lui, c'est le signe que ce policier pouvait lui en vouloir et qu'il était partial. On apprend même en ce début de procès que Alain Gardère s'est fait communiquer le nom de tous les policiers qui ont touché de près ou de loin son dossier pour essayer de trouver certains policiers qui ont pu travailler sous ses ordres. En clair, Alain Gardère clame son innocence, c'est ça ? Oui, comme il l'a toujours fait depuis le début de l'instruction. Il dit qu'il avait des relations normales avec toutes les personnes qui sont impliquées dans ce dossier, notamment les entrepreneurs des entreprises de sécurité privée. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi il est renvoyé devant ce tribunal. Le mardi 28 mai, l'entrepreneur du BTP, Antonio de Souza, est appelé à la barre pour évoquer ses liens présumés avec les élus et il n'est pas très loquace. À la barre, il n'explique pas très bien les choses, il fait des réponses assez courtes, il dit qu'avec les élus c'est bonjour, qu'il présente le projet, c'est au revoir, il n'y a pas de relation particulière, il dit aussi qu'il vous voit tout le monde, qu'il tutoie personne. Pour lui, c'est un gage de son innocence. Il explique aussi que ça peut arriver que des élus viennent manger le méchoui en fin de chantier avec les ouvriers, mais que ça s'arrête là, il n'a pas de relation particulière, privilégiée avec certains élus. En clair, il nie en bloc toute corruption. Ah oui, il nie en bloc toute corruption. C'est la même ligne de défense que tous les prévenus dans ce dossier, ils ne comprennent pas ce qu'on leur reproche. Vous évoquiez tout à l'heure un appartement acheté par Alain Gardère à France-Pierre, 130 mètres carrés à Maison-Alfort à prix d'amis, moins 30% parce qu'il était censé être brut de béton, sans finition, alors qu'il était pourtant bien fini. Que répond Antonio de Souza sur ce point précis ? Il répond avec aplomb en disant que le brut de béton, ça n'existe pas. Pour lui, c'est impossible de vendre un appartement brut de béton puisque de fait, il y a tout qui pend dans l'appartement, il n'y a rien qui est dans les murs, il n'y a rien qui est dans les gaines. Donc pour lui, c'est impossible. Et si ça a été vendu brut de béton, même si ça apparaît sur l'acte notarié, c'est qu'il y a eu une erreur du commercial, mais aussi du notaire, qui a commis une erreur en stipulant sur l'acte notarié que l'appartement avait été vendu brut de béton.
Nicolas Goinard, en mars 2022, vous aviez signé une longue enquête sur cette affaire dans Le Parisien en 5 parties. Et à la fin, notamment en faisant parler l'association Anticorps, une ONG de lutte contre la corruption, vous avez souligné le fait qu'il y a des affaires comparables à celle-ci, peut-être de moindre ampleur, un peu partout en France. Oui, on est sur de la corruption locale à bas bruit pour des tout petits montants. Parfois, il y a des gens... Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des artisans qui graissent la patte d'élus locaux pour des petites sommes, pour avoir des coups de main, pour avoir des petites aides ici et là. Donc ça ne prend pas beaucoup d'ampleur. Là, l'affaire France Pierre, elle a la résonance qu'elle a aujourd'hui puisqu'on retrouve le préfet Gardère parmi les prévenus. C'est l'avocat de l'ONG Anticorps, maître Jérôme Carsanti, qui dit que ces affaires-là, on en retrouve beaucoup, qui n'ont pas forcément cette résonance-là. Et se pose aussi le problème des parquets locaux, donc des procureurs locaux, qui connaissent souvent très bien les élus locaux qui peuvent être concernés par ce genre d'affaires. Donc maître Carsanti préconise qu'il y ait une modification législative pour que ces parquets-là, donc les parquets locaux qui travaillent parfois main dans la main avec les élus locaux qui pourraient être concernés par ce genre d'affaires, soient dessaisis automatiquement et que ce soit d'autres parquets de villes d'une même région par exemple qui se saisissent de ces dossiers-là pour avoir un gage d'impartialité. Merci à Nicolas Goinard. Je rappelle que les 3 prévenus dont nous avons longuement parlé dans ce podcast sont bien sûr présumés innocents. Ce procès doit se terminer le 20 juin. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. N'oubliez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Le Sacre jusqu'au JO de Paris 2024. Chaque mercredi, les confidences de médaillés d'or olympiques ou paralympiques. Et Crime Story, chaque samedi, une grande affaire criminelle. Si vous aimez nos podcasts, n'hésitez pas à laisser des étoiles ou un commentaire sur votre application audio préférée pour nous faire remonter dans les recommandations.